Je viens d'acheter cette Aston Martin DBX à mon père. Mais il y a un hic. Cette voiture a été complètement immergée sous l'eau. Donc elle n'était pas chère. Et c'est parce qu'après avoir été sous l'eau, la voiture n'a plus jamais roulé. On ne sait pas à quelle profondeur la voiture a été immergée, ni combien de temps elle est restée sous l'eau. Mais parfois prendre des risques avec ces voitures endommagées par les inondations peut vraiment valoir le coup. Espérons que ce sera le cas pour celle-ci. La voilà! Mon père n'en a absolument aucune idée, mais c'est vraiment la voiture de ses rêves. C'est comme si mon père avait gagné le gros lot. Cette DBX, il m'en parle depuis la nuit des temps. Le mieux, c'est qu'il avait vu cette voiture. C'était la première DBX qu'il avait jamais vue. C'était le cas. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais quand on est allé chez Copart pour voir la Rolls-Royce Cullinan, qui était aussi une voiture inondée, à côté, il y avait l'Aston Martin DBX. Et mon père est tombé sous le charme. Hey, regarde ma voiture préférée. C'est celle-là. En venant ici, il m'a dit, si je devais acheter un 4x4, ce serait celui-ci. Ces DBX ont un moteur V8 biturbo de 4 litres. Mais s'il a aspiré de l'eau pendant qu'il tournait, le moteur est probablement fichu. Si c'est seulement 5000, je fais une offre. Tu peux tenter ta chance sur celui-là, Tony. Il ne va pas accepter ce que je veux proposer. Quand on était chez Copart, les gars nous ont laissé brancher des câbles de démarrage pour essayer de le faire démarrer. Ouais, regarde ça, le système électrique marche. 3200 km. Tu sais, si j'avais une voiture qui avait fait 3200 km, je la conduirais certainement pas dans une inondation. Mais quoi qu'on fasse, cette voiture ne démarrait pas. Elle a peut-être juste besoin d'une tige. Ouais, ça pourrait marcher. Ou d'un nouveau bloc. Si elle est restée là, à rouiller. Mais une chose est sûre, mon père a vraiment trouvé la voiture de ses rêves ce jour-là. On peut toujours rêver. Alors, je l'ai achetée. Ok. Elle est répertoriée chez Copart comme ne roule pas et ne démarre pas. Et quelqu'un est déjà venu la trifouiller. Parce que ça, ce n'est pas censé être détaché. Ah ouais, regarde, ça va directement dans le turbo. Les turbos sont juste en dessous. Mais ce qui est inquiétant, c'est que c'est vraiment haut. Ouais, c'est vraiment haut. Donc s'ils sont allés dans l'eau, ils ont dû remonter ici. Mais, on a vu plein de vidéos de gens qui passent par Rutherford, qui traversent l'eau et... En éclaboussant tout. Ouais. Je crois que les gens pensent que plus on va vite dans l'eau, mieux c'est. Mais c'est pas forcément vrai. Donc si ça va dans les turbos, le pire avec une voiture à turbo, c'est que quand l'eau entre, ça propulse l'eau vers le bas et dans le moteur, ce qui n'est vraiment pas du tout idéal. Mais une fois que l'eau est dans le moteur, le piston essaye de la comprimer. Le piston contre de l'eau. Le piston perd à chaque fois et la bielle lâche complètement. Mais on espère que cela n'a pas été le cas. Quand de l'eau entre dans le cylindre, ou sur ce schéma dans le liquide de refroidissement, une fois que le piston remonte pendant la course de compression, il ne peut évidemment pas comprimer l'eau. Ce qui, comme je l'ai dit, peut abîmer la bielle, voire le vilebrequin, et dans les cas les plus graves, le bloc moteur lui-même. Si c'est le cas, il faut reconstruire le moteur, et celui-là a vraiment l'air d'être très compliqué, mais parfois on a de la chance. Si juste un peu d'eau est entrée dans le cylindre, le moteur peut la pomper après avoir tourné un moment. Et si la voiture ne démarre pas, on peut parfois juste retirer les bougies d'allumage, faire tourner le moteur, et les pistons vont expulser l'eau par les trous des bougies. Après avoir perdu à Monaco, est-ce qu'on va gagner ici? On peut juste espérer que le risque en vaut la peine. Et j'ai une surprise en plus. Je lui ai offert une plaque d'immatriculation personnalisée. MA, Matt Armstrong, 23, le numéro de la voiture, Dad. Je ne pense même pas qu'il va le remarquer, mais on verra bien. Maintenant, attendons qu'il arrive. On a couvert la voiture pour la lui montrer le lendemain. On se lance sur une nouvelle voiture? On se lance sur une nouvelle voiture et elle est sur la rampe. Ah, une nouvelle voiture. Tu sais ce que c'est comme nouvelle voiture? C'est une nouvelle voiture que je ne connais pas? Ouais. ouais, c'est une voiture que tu connais pas. D'accord. T'as une idée? Oh non. Si tu devais conduire une autre voiture que la Ferrari, quelle marque choisirais-tu? Aston. Ouais, ok. Et si tu devais conduire une autre voiture que la Ferrari, laquelle choisirais-tu? Quel type d'Aston?
Une DB... Comment on l'appelle déjà? Une DBX. DBX. Ouais, d'accord. Tu penses que c'est quoi ça? Non, c'est pas vrai. Tu te moques de moi. C'est une DBX? Vas-y, enlève. C'est pour toi. C'est pas vrai. Ce serait vraiment surprenant si c'était une DBX. Hey, tu serais surpris. C'est une DBX. C'est grâce à des moments comme celui-ci que bosser sur des voitures, dans le parking d'un resto et dans mon allée, en valait vraiment la peine. Et sans votre soutien à tous, rien de tout ça ne serait arrivé. Si vous voulez faire partie de l'aventure, c'est le moment idéal pour vous abonner. C'est quoi le problème alors? Y a rien, elle est à toi. C'est à toi? Mais non. Si, c'est ta voiture. C'est la tienne. Regarde à l'intérieur. Elle a été dans une rivière? Qu'est-ce qu'elle a? Il doit y avoir quelque chose. Il y a anguille sous roche. Pourquoi il y aurait anguille sous roche? Lance-toi, démarre là. Pourquoi il y aurait anguille sous roche? Est-ce qu'elle démarre? Essaye de la démarrer. La clé est là-haut. Pourquoi tu m'as acheté ça? Parce que t'en voulais une. Tu la reconnais pas? C'est la même. Tu la reconnais pas? C'est la même. C'est sa pote. Quoi? C'est la pote de la Cullinan. C'est la même. Ouais, c'est celle-là. Oh mon Dieu. On l'a eu pendant tout ce temps. Je l'avais depuis tout ce temps. On te l'a caché pendant des mois. Oh mon Dieu. Ça a pas beaucoup avancé, hein? Ouais. C'est le moteur qui a été inondé. Ouais, c'est celui qui a été inondé. Ouais. Eh bien, je pense que ça n'aurait pas pu mieux se passer. On a enfin offert à mon père la voiture de ses rêves. Le turbo. Et c'est un peu bizarre. Oh, j'arrive pas à croire que t'aies acheté ça. Je savais que tu serais tout excité. Oh là là. Elle est vraiment sympa, non? Mais il ne pourra pas la conduire, donc on n'aura pas trouvé ce qui cloche exactement. Qu'est-ce qu'on a? Apple CarPlay. Oh, merci beaucoup de m'avoir porté ça, c'est génial. Tu devrais peut-être jeter un œil ici. Qu'est-ce qui se passe? Je viens d'ouvrir le coffre. Oh non. Oh, d'accord. Oh, quelqu'un l'a déjà trifouillé. Oh non. Oh, il va falloir sortir le moteur. Oh non. Dans ce sac, il y avait une boîte de bougies d'allumage et de bobines d'allumage. Donc notre idée de retirer les bougies d'allumage, faire tourner le moteur et pomper l'eau semble être tombée à l'eau. On dirait que quelqu'un a déjà essayé. Quelqu'un a déjà essayé la technique des bougies d'allumage, donc au moins ça c'est fait. Ouais, mais ça veut dire qu'on doit maintenant démonter le moteur et tout reconstruire. Ouais, on doit trouver ce qui ne va pas. Allez, on s'y met. On commence par cette barre anti-rapprochement qui recouvre le capot moteur. Une fois enlevé, on pourra retirer le capot moteur pour accéder au moteur. Mais quelqu'un y a déjà touché. Regarde ça. Des bougies d'allumage. Elles sont juste posées là. Il y avait encore quelques bobines en place qui n'avaient pas été retirées. Donc je vais les enlever aussi. La première. Et maintenant on devrait pouvoir prendre une caméra et voir ce qui se passe à l'intérieur du cylindre. Oh, regarde. C'est le bout là? Ça a l'air boueux. Je pense pas que c'est censé ressembler à ça. Le moteur est en vraiment mauvais état dans le cylindre numéro 7. Tu sais quoi? Peu importe ce que les autres pensent. Non. Non, je pense qu'on doit retirer le moteur. On a juste mis la caméra dans un cylindre et on voit déjà qu'il y a de la rouille dans les alaisages. Et c'était presque pareil pour tous les cylindres. Et s'il y a de la rouille dans les alaisages, ce moteur ne va clairement pas bien tourner. Quand le piston remonte dans l'alésage, il va juste rayer tout le côté du cylindre, ce qui va laisser passer l'huile, le carburant et la compression au-delà du piston. Ok, le but, c'est de vider tous les fluides. On doit sortir le moteur. Je ne pense pas qu'il soit fichu. S'il y a beaucoup d'eau dans cette huile, on devrait aussi vidanger l'huile de la boîte de vitesse. Je pense que c'est juste des éclaboussures. C'est ce que je crains, je crois qu'elle est juste entrée dans une petite rivière. T'en penses quoi? Ça pourrait être vrai. Il suffit d'un tout petit peu d'eau pour bloquer un moteur. Mais si des charges ont été aspirées, elles ont peut-être aussi pu se retrouver dans l'huile. Prêt? Et on va bientôt savoir si ça a été le cas. Oh! Oh! Oh là là. Oh mon Dieu!
Oh, ça c'est vraiment mauvais. J'ai jamais rien vu de tel. Ouais, c'est vraiment mauvais. Je pense qu'on doit aussi s'occuper de la boîte de vitesse. C'est crémeux. Oh là là, c'est du milkshake au chocolat. Je m'attendais pas à ça. Ça ne s'annonce pas bien. Maintenant, c'est au tour du filtre à huile. Oh Oh Oh, tu sais, c'est pas normal que ce soit là aussi. C'est pas normal. Ouais, c'est vrai. Donc, il y a de l'eau dans l'huile moteur. Et pas qu'un peu. Donc, il y a de fortes chances que ce moteur soit vraiment fichu, maintenant. Qu'en est-il de la boîte de vitesse? S'il te plaît, non, s'il te plaît, non. Ça a l'air bien. Ouais. C'est pas mal. La bonne nouvelle, c'est que la boîte de vitesse a l'air d'aller bien. L'huile à l'intérieur a l'air claire et en bon état. Donc pour l'instant, on dirait que seul le moteur a été touché par l'eau. Donc sortons-le. La première chose à enlever, c'est l'échappement. Encore une fois, il est plein d'eau. J'ai enlevé le côté gauche et mon père a enlevé le côté droit. Maintenant que la partie avant de l'échappement est démontée, on peut passer à la partie suivante. Échappement démonté. Maintenant l'arbre de transmission, qui relie la boîte de vitesse au différentiel arrière à l'arrière. Une fois qu'il sera déconnecté, on pourra démonter tout le système. Il y a environ 4 boulons qui fixent l'arbre de transmission à la boîte de vitesse. Je tiens les roues à l'arrière pour empêcher l'arbre de transmission de tourner. Puis mon père enlève les boulons à l'avant. Après, on peut sortir la boîte de vitesse. Ensuite vient la crémaillère de direction reliée à la colonne de direction. Mon père a dévissé le boulon de la colonne de direction et l'a retiré de la crémaillère, parce que le support va descendre avec le sous-châssis du moteur une fois que tout le reste sera fait. Et il faut enlever les 2 roues. Et mon père va commencer par enlever le revêtement de l'arche. Parce que ce sera beaucoup plus facile si on enlève les pare-chocs avant. Comme ça, je pourrai voir tous les tuyaux à l'avant qu'il faut aussi enlever. On va retirer les étriers de frein et les accrocher à la voiture pour ne pas avoir à purger à nouveau les freins et perdre du liquide de frein quand on enlèvera le moteur. Et je suis en train de démonter le pare-choc avant. Ouais! Maintenant, on voit bien ce qu'il faut enlever. Il y a des câbles qui sont boulonnés au châssis de la voiture et qui vont tomber avec le moteur. Et des pièces de la suspension qui vont aussi être retirées avec le moteur. Mon père enlève le boulon pour les pièces qui vont descendre avec le moteur, comme le moyeu de roue et tous les bras de suspension inférieurs. Ensuite, je vais débrancher tous les tuyaux qui vont vers le radiateur à l'avant de la voiture. Parce que le radiateur à l'avant de la voiture va rester sur la voiture. Mais les tuyaux vont vers le moteur. Et c'est justement ce qu'on essaie d'enlever. Les autres tuyaux qui vont vers l'avant sont ceux du refroidisseur d'huile. Ils vont du moteur au refroidisseur à l'avant et doivent aussi être retirés. Qu'est-ce que tu fais, Tony? Je vais enlever le gaz de ma nouvelle voiture. Il y a aussi bien sûr le condensateur de la climatisation. On doit retirer le gaz avant de démonter ses conduites. Le liquide de refroidissement est vidangé, l'huile aussi, maintenant c'est au tour du carburant. Et enfin, les conduites de carburant qui vont du réservoir à l'arrière de la voiture jusqu'au moteur. Je les enlève donc du moteur, puis ce dernier devrait être complètement détaché de la voiture. Gaz de climatisation récupéré. Maintenant que le gaz de la clim est sorti, on peut enlever les tuyaux de la clim. Et c'est l'heure de reprendre les airs. Tous les fluides sont vidangés. La prochaine étape, c'est de descendre le tout en un seul bloc, le sous-châssis, le moteur, la boîte de vitesse. Et pour ça, on doit dévisser ces gros boulons-là. Là-haut, ici, ici et ici. Ici et là. Et là, quelques-uns là-haut. Et... oh mon Dieu, il y en a plein. Et quelques-uns là-haut. Et ensuite, on va tout descendre. Avec un peu de chance, tout sera par terre. Et après ça, on devra séparer le moteur de la boîte de vitesse. Bon, on commence par ceux qui sont à l'arrière. Tous les boulons du sous-châssis ont été dévissés. Ces chandelles sont placées en dessous pour soutenir le sous-châssis, la boîte de vitesse et le moteur. On va maintenant essayer de soulever la voiture et de maintenir le moteur en place, mais on pense qu'il y a peut-être encore quelques tuyaux qui sont connectés. Mais on va voir maintenant lesquels sont connectés, car ils vont rester accrochés quand on commencera à soulever la voiture. Bah, allons-y. C'est une manipulation délicate. Et malheureusement, on a cassé quelque chose. La colonne de direction a frotté contre le côté du moteur en sortant,
et a cassé une partie du plastique du collecteur d'admission. Mais une fois qu'on a réglé ça, le moteur était sorti. Ouais! Il est sorti. Il n'y a qu'un seul truc qui a lâché, c'est ce collecteur d'admission-là. Parce que le kit de crémaillère de direction a tiré dessus et l'a cassé. Mais maintenant, on a sorti le gros V8 biturbo de 4 litres de la voiture. On doit donc voir ce qu'il faut changer pour que cette voiture marche. Mais pour ça, on doit d'abord enlever la boîte de vitesse du moteur. Mon père est donc en train de dévisser tous les boulons qui relient la boîte de vitesse au moteur, et une fois qu'ils seront dévissés, on va séparer les deux. Et voilà, c'est fait. On voit que le volant moteur et le convertisseur de couple sont toujours sur la boîte de vitesse. Maintenant, il est temps de démonter ce moteur. On doit voir jusqu'où l'eau a causé des dégâts. D'abord, les 2 turbos sur le dessus, puis les refroidisseurs de charge. Bon, maintenant tout est démonté et on peut commencer à retirer les culasses. Mais on n'a même pas encore essayé de le faire tourner à la main. Donc ce qu'on va faire, c'est le faire tourner à la main et si ça tourne, ce serait un bon signe. On pense qu'à cause de toute la rouille dans les cylindres, ça pourrait les rayer. Mais on pense que les cylindres sont de toute façon fichus si on compare à ce qui est arrivé à la Porsche. Voyons s'il démarre. Ça coince? Je pense qu'on va devoir acheter une nouvelle barre. Elle est complètement fichue. Ouais, la bielle doit être tordue. La bielle tordue? C'est sûr qu'elle est tordue. Ce moteur est complètement grippé. Et la cause, c'est qu'on pense qu'il y a une bielle tordue. Mais on ne pourra pas le confirmer tant qu'on n'aura pas accès aux bielles. Mais d'abord, on doit essayer de voir ce qui se passe au niveau du haut du moteur en retirant les culasses. Et pour accéder au boulon des culasses, on doit retirer l'arbre à cam. Si vous ne savez pas encore à quoi servent toutes ces pièces, ne vous inquiétez pas, on vous l'expliquera quand on commencera à remonter le tout. Mais maintenant, avec ces arbres à cam retirés, je peux accéder au boulon de la culasse. Je dois enlever tous ces boulons, puis on devrait pouvoir le soulever et voir les dégâts en dessous. Oh, oh non! Oh, c'est super rouillé. Oh, il y a un trou! C'est un trou? C'est super rouillé, ça a rongé le cylindre. Il y a comme une petite bosse ici. Ces cylindres doivent être super lisses. Mais l'eau est restée là tellement longtemps qu'elle a rouillé une partie du cylindre. Regardez ça, on dirait une crème brûlée. Regardez-moi ça. Oh là 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 là, regardez. Non, c'est mort. Il est HS. Mais ça va sûrement coûter moins cher qu'un bloc Porsche. Parce que c'est un vieux moteur, ça fait longtemps qu'il est sorti. Et c'est pas un moteur super performant. Enfin, oui, mais pas vraiment. On peut avoir un bloc. On pourrait peut-être avoir un bloc reconstruit ou reconditionné. On peut voir. Vu l'état des cylindres, c'est sûr qu'on va avoir besoin d'un nouveau bloc moteur. Et l'autre côté n'était pas mieux. C'est une grotte. Le moteur de la GT3 RS a été complètement immergé, genre vraiment sous l'eau, et il était en meilleur état que ça. Ouais, tu sais pourquoi? L'eau peut s'écouler du piston. Ah ouais, parce que il est à plat. Ouais. Il est à plat, donc ça peut s'écouler, alors que là, c'est resté coincé. Ouais, ça reste comme ça. La meilleure chose qu'ils auraient pu faire, quand ils ont retiré ce moteur de l'eau, c'était de le retourner. Ça aurait tout vidé. Et on aurait juste à remplacer une bielle. Alors pour ceux qui se retrouveraient dans une inondation, qu'est-ce que tu leur conseilles? Rentrez chez vous et mettez votre voiture à sécher à l'envers. Ça aurait probablement sauvé le moteur dans une certaine mesure. On pense toujours qu'il y a une bielle tordue. C'est pour ça que ce moteur ne tourne pas. Mais comme tous les cylindres sont rouillés, on va devoir changer le bloc de toute façon. On enlève maintenant le moteur du sous-châssis pour le mettre sur un support et le retourner. Et regardez les dégâts causés en dessous. Attention! Jeu en plein air! Comme il fait beau, on va en profiter et faire des jeux en plein air comme j'aime bien le dire. C'est retiré! Jeu en plein air! Est-ce qu'il va bien? Comme c'est un 4x4, il y a un différentiel avant sur le bloc moteur. Et une partie de l'arbre de transmission passe à travers le carter d'huile. Je l'ai enlevé, puis j'ai pu retirer le volant moteur, prendre ce boîtier là-haut, et on devrait pouvoir retirer le carter d'huile du bas du moteur. Une fois le carter retiré, on enlève cette pièce de prélèvement d'huile,
et on peut voir les bielles juste en dessous. Laquelle est tordue? Oh, je l'ai trouvée! Oh, je la vois. Ah ouais, celle-là est tordue. Oh, Suzy! Et nos soupçons étaient fondés. Une des bielles était bien tordue. C'est parce qu'elle a essayé de comprimer de l'eau. Maintenant, si j'enlève cette bielle et ce piston, j'espère que le moteur pourra tourner après ça. Oh, et voilà. Oh, oh, regarde les anneaux. Eh bien, c'est ce qui arrive quand une bielle se bat contre de l'eau. Ça a essayé de monter. Comme ça, il y a eu de l'eau ici. Impossible de l'écraser. Et la bielle est fichue. Regardez tous ces anneaux. C'est par là que l'eau s'est infiltrée dans le moteur. Elle a dépassé les segments et s'est infiltrée dans l'huile. Beaucoup d'eau est passée par là, pas vrai? Ouais, c'est MC rouillé. Donc, le pire scénario est bel et bien devenu réalité. Pour mettre ce moteur en état, on va avoir besoin d'une nouvelle bielle, d'un nouveau bloc moteur et de toutes les pièces pour le reconstruire. Une fois la bielle tordue retirée, le moteur tourne à nouveau. Mais vous pouvez voir l'état des cylindres ici. Ils sont couverts de rouille. Ce qui veut dire que si on remontait ce moteur comme ça, vous verriez plein de fumée sortir de l'échappement à cause de l'huile qui s'écoule dans les cylindres. Et même si cette DBX est dans un état catastrophique, je pense quand même qu'on peut la réparer, sans dépasser le budget. Voici la liste de ce dont on pense avoir besoin. Bielle, bloc moteur, collecteur d'admission, jeu de joints et de garniture, jeu de chaîne de distribution, 8 segments de piston, 5 canaux en or, boulon de culasse, filtre à huile, 8 roulements de différentiel, huile de bois de vitesse, joint de vilebrequin. Ça, c'est ce qui va faire pencher la balance. On ne sait pas combien tout ça va coûter. J'en sais rien. Parce que je pensais qu'il fallait retirer les bougies et que ça allait juste faire poup et démarrer. Donc on ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est que il y a un moteur d'occasion sur eBay. On n'est pas super doué avec les moteurs d'occasion. On a un mauvais historique. Il coûte 12 999 livres sterling. D'occasion. La voiture coûtait 82 000 livres sterling. Donc ça nous amènerait à un total, et ce si on achetait le moteur d'occasion, à 94 999 livres. Ce qui n'est finalement pas si mal. Quand on regarde les prix d'occasion des DBX 707, on peut les trouver à partir de 130 000 livres sterling. Mais je pense qu'on économiserait plus d'argent et que ce serait mieux de juste reconstruire le moteur qu'on a. Mais j'ai découvert que ce n'était pas possible. Ok, d'accord, donc en gros, ils vendent les composants internes, mais pas le bloc. Absolument, oui. D'accord. Donc en fait, ils vendent tout, comme les segments de piston, les bielles, ce genre de trucs. Oui, ils ne m'ont pas dit « Oh, ces pièces ne sont pas disponibles ». Ils ont vu que t'avais mis un bloc cylindre, et on ne peut pas avoir ça. Aston Martin nous vendra toutes les pièces dont on a besoin pour reconstruire le moteur, mais ne nous vendra pas le bloc cylindre. Ils ne veulent pas le vendre séparément, mais ils proposent le moteur complet. Nouveau moteur Aston Martin, 64 000 livres sterling. C'est complètement dingue. Maintenant, on a la possibilité de faire réparer notre bloc cylindre, ce qui voudrait dire alléger à nouveau les cylindres, ce qui provoquerait donc un effet boule de neige et qui obligerait à changer toutes les autres pièces du moteur pour qu'il fonctionne. Ce qui, à mon avis, ne vaut pas le coup. J'ai donc envisagé le moteur d'occasion à 12 999 livres. Mais en fait, c'est pour un moteur Aston Martin Vantage ou un moteur C63. En fait, il n'y a pas vraiment de moteur DBX d'occasion en vente sur le marché. Le moteur de la DBX, c'est un moteur Mercedes AMG M177. Et ce moteur est utilisé dans plein de Mercedes et aussi dans des Aston Martin. La seule différence entre l'Aston Martin Vantage et l'Aston Martin DBX, c'est la transmission intégrale et la propulsion arrière. Et comme la DBX est à 4 roues motrices, elle a ce trou qui traverse le carter d'huile au bas du moteur pour laisser passer l'arbre de transmission. Donc si vous regardez les chiffres sur le côté, c'est un 177 950, ce qui veut dire qu'on a un 177 950. Je pense qu'ils utilisent le même bloc, mais qu'il y a juste quelques petites différences. Donc si on choisit le moteur Aston Martin Vantage d'occasion, on devra peut-être changer quelques composants. Mais je crois que j'ai trouvé une solution. Voilà notre solution. Enfin, on n'est pas sûr à 100%. Voici un moteur d'une Mercedes GLC, je crois. D'occasion. On croise les doigts.
La Mercedes GLC est équipée d'une transmission intégrale, donc il y a bien un trou dans le fond du carter pour le différentiel avant. Mais le problème, c'est que la Mercedes GLC a 612 chevaux, alors que l'Aston Martin DBX en a 697. Ouais, c'est bon. Ouais. AMG, c'est bon. Notre théorie, c'est que la raison pour laquelle il a moins de puissance, mais le même code moteur, doit être lié aux éléments externes du moteur, comme les turbos, les refroidisseurs intermédiaires et le réglage de la voiture, plutôt que le moteur lui-même. Donc en théorie, tout ce qu'on a à faire, c'est de transférer tous les éléments externes du moteur DBX et de les ajouter au moteur GLC. Et si ça ne marche pas, au moins on pourra tout renvoyer en un seul bloc entier. Alors que si on démonte un moteur d'occasion, et qu'on y installe ce carter et que ça ne marche pas, alors ils diront « vous ne pouvez pas le renvoyer parce que vous l'avez trafiqué ». Mais la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que ça nous a coûté 7300 livres. Et si on le fait réparer pour ce prix-là, ce sera bien. Et ça nous évitera d'avoir à construire tout un moteur. On espère juste que le moteur sera le bon. On va changer les bougies, l'huile et le filtre à huile. C'est tellement difficile à savoir, et l'un des trucs avec ces moteurs, c'est que on ne peut rien savoir tant qu'on n'a rien encore installé dans la voiture. On a donc commencé à démonter tous les accessoires du moteur GLC, comme les turbos et les refroidisseurs de charge. Mais plus on enlevait de pièces, plus on remarquait de différences. Alors, ça n'a pas marché. Oh non. Ah, pas du tout bien. Donc, en fait, d'après ce qu'on sait pour l'instant, c'est que la culasse est complètement différente. Les arbres à cames sont complètement différents. Je pense que la poulie avant est OK. Notre seul espoir, pour l'instant, c'est que le bloc soit le même. Parce que sinon, on va devoir faire face à un gros problème. La première chose qu'on a remarqué, c'est ce trou, ici, là. On s'est dit, oh, il y a un trou ici, mais pas là. Ensuite, on a pris cela, et c'est quoi ces trucs? Quelque chose à voir avec l'arbre à cames. Oh non. Alors j'ai enlevé ça, j'ai regardé celui-là, regardez ces deux-là comparés là, comme ça. Complètement différent. Complètement différents. Ok, d'accord. Peut-être que c'est pareil sous la couverture, mais regardez les arbres à cames. Regardez comme ils sont tout petits. Vous voyez? Des trucs tout fins et tout petits. Et regardez cela. Regardez ce bazar. Regardez ça. Ils ont des guides à l'intérieur. Ce sont de véritables chars d'assaut en matière d'arbres à cames. Donc, les culasses et les arbres à cames sont différents sur le moteur DBX. On dirait que pour avoir plus de puissance, ils ont augmenté leur taille et ajouté un système de distribution variable. Notre seul espoir maintenant, c'est que le bloc cylindre avec tous les pistons et le vilebrequin soient les mêmes que ceux de la DBX. Ce qu'on doit faire maintenant, c'est enlever cette culasse et on espère voir ça en dessous. Et si ce n'est pas ce qu'on voit... Vraiment, tout ce dont on avait besoin, c'était le bloc. C'est tout ce qu'il nous fallait. Donc on a payé 7500 $ pour un bloc qui est de toute façon moins cher qu'une Aston Martin. Mais si ce bloc n'est pas le même, alors on est vraiment dans le pétrin. Bon, c'est le moment de vérité. Est-ce qu'on vient de gaspiller 7300 livres sterling pour ce moteur parce qu'une fois que je l'aurai démonté, on ne pourra plus le renvoyer? Il va regarder la vidéo aussi. Bon, j'ai enlevé la culasse, mais une fois que vous avez desserré tous ces boulons, c'est fichu, les boulons sont fichus, vous devez en acheter de nouveaux, vous devez avoir un joint de culasse. Et tout ce qu'on espère maintenant, c'est qu'on a payé 7300 livres pour un blond bloc cylindre avec des pistons, et qu'il soit identique à celui-là, sans toute la rouille. On va bientôt le savoir, ce qui veut dire qu'on doit démonter le moteur. Oh. D'abord, on détend la chaîne. Si ça marche, on pourrait avoir une bonne DBX à la fin. Enfin, mon père pourrait avoir une bonne DBX. Et avant de l'acheter, je l'ai vérifié sur Car Vertical. Et c'était indiqué que le kilométrage avait été vérifié, qu'il était correct. 3800 km au compteur. Et il n'y a pas de crédit à rembourser, ce qui est cool.
On voit bien que c'est une catégorie N, ce qui est assez courant pour les voitures qui ont été abîmées par une inondation. C'est le cas de la Rolls-Royce Cullinan. Ça veut dire qu'elle a des dégâts non structurels. Vous avez la catégorie N et la catégorie S. S c'est structurel et N c'est non structurel. Et quand c'est endommagé par une inondation, ça va juste dans la catégorie non structurelle. Ça apparaîtra donc toujours dans le rapport car vertical. Et fait intéressant, elle a eu précédemment 4 propriétaires. Et ça m'inclut moi-même. Et je peux voir aussi quelles plaques d'immatriculation ils avaient. Elles étaient un peu chic. 66 PN en était une. Et puis un AFF, qui est maintenant sur une Ferrari 296. Parfois, si votre voiture a été endommagée, on vous montre probablement des photos de la voiture lorsqu'elle a été vendue aux enchères sur le site de vente aux enchères de voitures accidentées. Maintenant que l'arbre cam est retiré, on peut voir à quel point ils sont différents. Mais une fois qu'on enlève ces boulons pour retirer les culasses, j'espère qu'on verra exactement la même chose que sur le moteur DBX. Mais sans les dégâts. Bon, il y a des goupilles. Regardez, comme de vraies goupilles qui maintiennent les guides chaînes. Je ne sais pas pourquoi ils font ça comme ça. Eh bien, ça empêche les gens de tripoter des moteurs qu'ils ne connaissent pas. Maintenant, c'est l'heure de vérité. La culasse du moteur GLC est retirée. Est-elle pareille? C'est différent. Non. C'est différent. C'est différent? C'est différent. Comment ça? Les pistons sont différents. Tu plaisantes. Les pistons sont pas les mêmes. Oh non. Eh bien, vous devriez jeter un œil à votre voiture sur Car Vertical en cliquant sur le lien dans la description ci-dessous. Et en utilisant le code MAT pour avoir une réduction, parce que comme ça, vous risquerez moins de vous retrouver dans une situation comme celle-ci. Ouais, c'est différent. Le bloc est peut-être le même, mais les pistons sont différents. Jusqu'où on va continuer à revenir en arrière avant de devoir acheter un nouveau moteur? Qu'est-ce qu'on va faire? On peut utiliser les pistons de ce moteur. Ouais, mais c'est ce qu'on continue à Ouais, faire. Et puis ouais. on achète une nouvelle voiture et on Ouais, dira « Oh, je la sais. manivelle est différente ». Mais le bloc est le même, donc on peut utiliser la manivelle d'origine. Ouais. Regardez ce piston-là. Juste visuellement. Ok, il est plat, avec 4 encoches ici pour les soupapes. Ok, passons à celui-ci. Là, il y a comme une bosse, et ces bosses de soupapes sont bien plus visibles ici que là-bas. Donc c'est complètement différent. Alors, quand les gens disent « Oh, il a le même moteur qu'une AMG GT, une DB12, une Aston Martin DBX, une Vantage », peu importe, c'est pas pareil. Ils ont peut-être l'air pareils, mais ils sont pas vraiment pareils. Est-ce que les joints de culasse sont pareils? On dirait qu'ils sont identiques. Les joints de culasse sont pareils, mais les pistons sont différents. Ça veut dire que le bloc est pareil, donc on pourrait changer les pistons. Et le vilebrequin? Eh bien, on va voir. Alors quoi? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On doit continuer. On n'a pas claqué 7000 livres et fait tout ce chemin pour abandonner maintenant. Tu penses que les segments de ces pistons sont fichus? Je pense que ça a l'air un peu bidon. Oh non, non. Allez, tiens-toi bien. Cette voiture nous bat à plate couture. Notre seul espoir maintenant, c'est que le bloc moteur soit le même que celui de la DBX. Et peut-être, je dis bien peut-être, les bielles soient également identiques. Mais une fois qu'on a enlevé le carter, on a pu voir que les bielles de la DBX finissaient par 007 et celles de la GLC par 005. Donc même celles-ci sont différentes. Ah, C'est différent? c'est toutes des 0,5. Il n'y a pas moyen de démonter ce piston pour le monter sur une bielle 005 et penser que ça va marcher. Le bloc est sûrement le même. On a toujours le bloc. Maintenant, nos espoirs se réduisent au bloc cylindre. Donc tout vient de ce moteur GLC. Même Kevin a été battu. On retire les pistons et les bielles. Et je vais les marquer au cas où on devrait les remonter, pour une quelconque raison. Mais on voit bien que les bielles et les pistons étaient différents dans le GLC. C'est bizarre qu'un constructeur fasse un truc qui a l'air si similaire, mais que ces petits changements minimes permettent d'augmenter la puissance. Et voilà le vilebrequin. Ce qui nous laisse avec un bloc GLC. Bon, bonne nouvelle.
On a un bloc cylindre qui, je pense... Non, j'en ai la certitude que c'est le même que celui-là. Le piston a été retiré. Ce piston-là, il s'adapte parfaitement là-dedans. Il rentre parfaitement. Donc ça veut dire qu'on peut utiliser ce bloc. Alors on n'a complètement pas gaspillé notre temps ni notre argent. On a juste dépensé un peu plus que prévu pour un nouveau bloc. Les gens vont sûrement se dire « Ouais, tu peux faire réparer ce bloc, mais quand tu l'auras fait réparer, tu devras le faire alaiser et ça deviendra un vrai cauchemar sans fin avec une réaction en chaîne de trucs qui, une fois que tu as réparé ça, tout le reste doit être conforme aux spécifications du nouveau bloc que tu as réparé. Donc au moins, on a un bloc d'origine ici. Mais tout ce bazar là-bas, ce n'était absolument pas prévu. Et je pensais qu'on allait pouvoir réparer cette DBX en une semaine et la donner à mon père, mais ça ne se passe pas toujours comme prévu. Donc on dirait qu'on est en train de construire un moteur Mercedes DBX complet sans avoir aucune expérience dans ce domaine. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'y arrivera pas dans cette vidéo. Mais merci beaucoup de l'avoir regardé. Mais avant de partir, sachez que les nouveaux produits dérivés sont maintenant disponibles et que vous pouvez les acheter en cliquant sur le lien dans la description ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, abonnez-vous, donnez-moi un like et on se retrouve dans la prochaine vidéo où on va construire ce moteur. A plus. Ma mère m'a dit que je pouvais aller jouer dehors un petit moment. Mais elle m'a dit que je devais mettre mes gants.